Mon fils croyait que j'étais pauvre. Ce soir-là, je l'ai laissé croire, et j'ai choisi, en face de sa belle famille, de jouer la naïve que je n'étais plus depuis longtemps. Je m'appelle Hara. Pendant 20 ans, j'ai poli des chiffres, construit des équipes, refait des plans qui sauvaient des entreprises. J'ai donné des après-midi, des nuits blanches, des fêtes manquées pour des échéances. J'ai appris à négocier un contrat tout en préparant un goûter pour l'école. J'ai gardé pour moi ce que je suis devenue, non pas par snobisme, mais parce que j'ai voulu que Marcus grandisse sans le poids de mon ombre, parce que je voulais l'air de choisir son bonheur et non de le diriger. Je voulais aussi voir qui il aimerait, s'il aimait une personne pour elle-même et non pour son ascendance. Mais il y a plus. J'ai aussi voulu savoir à quel point la vraie nature des gens se montre quand on croit que vous n'avez rien. Une petite expérience, ai-je pensé au début. Me vêtir de modestie, laisser tomber la pompe et observer. Je savais que c'était risqué. Je savais que c'était lâche à certains égards. Je n'en étais pas fière, mais je n'ai jamais été du genre à me lancer sans réfléchir. C'était une façon de me protéger, et peut-être, je ne l'admets que maintenant, d'enseigner sans hurler. Avant d'entrer dans ce restaurant, j'ai regardé ma main. La peau était celle d'une femme qui a trop tapé sur un clavier, mais mes morceaux de cuir et mon sac usé parlaient pour moi ce soir. J'avais choisi délibérément une robe simple, un manteau ordinaire et un sourire sans éclat. Marcus m'avait demandé « Maman, tu vas bien ?» Sa voix tremblait d'un mélange d'excitation et d'inquiétude. Il m'a serré la main comme on serre un trésor fragile. Je lui ai répondu que tout allait bien, que j'étais contente de rencontrer ses parents. Et j'ai pensé à Simone, à sa façon de rire quand elle croit à une blague, à la manière dont elle plisse le nez en réfléchissant. Elle avait l'air heureuse, et c'est pour cela, en grande partie, que je me tenais là. Le restaurant était une autre planète. Un lustre gigantesque tremblotait comme une constellation tombée dans une salle. La musique était assez haute pour remplir les trous de la conversation, sans pour autant devenir chant. La nappe blanche était tendue comme un drap de théâtre. L'air sentait à la fois le citron, le cuir neuf et un parfum, je dirais quelque chose de discret mais de coûteux. Les serveurs circulaient avec une précision presque militaire, déposant des couverts qui semblaient des petits instruments cérémoniels. Véronique est arrivée la première. Elle portait une veste structurée, un collier modeste mais choisi, et une expression qui avait appris à peser les gens en un clin d'œil. Franklin la suivit, avec cette certitude tranquille qui ressemble chez certains à une armure. Il parle peu, mais chaque phrase paraît peser. Tous les deux ont des gestes rapides, nets. On sent qu'ils ont traversé des maisons plus exiguës que celle dans laquelle ils dînaient ce soir-là, et que cela leur a appris à se protéger. Les premières minutes furent un ballet des politesses. Nous sommes si heureux de enfin la rencontrer. Marcus nous a beaucoup parlé de vous. On échange des banalités. Mais très vite, la conversation glisse, comme une rivière qui dérive vers un seuil plus profond. Véronica commence à parler d'achat et d'investissement, de la façon dont ils ont appris à économiser pour l'avenir de leur fille. C'était présenté presque comme de la sagesse transmise, comme si dans leur histoire il y avait une morale qu'il fallait désormais répéter pour l'éducation de la jeune génération. Je me suis assortie au jeu. Quelques hoquets de naïveté, un sourire un peu trop étonné, un « oh, vraiment ?» posé là comme un écho. J'ai laissé transparaître mon ignorance choisie sur des sujets banals, les marques, les trajets, les petites conventions. Marcus m'observait avec une lueur de fierté, mêlée à de la honte mal maîtrisée. Simone avait ce sourire qui voudrait réparer tout le monde, mais qui n'ose rien quand les choses deviennent tranchantes. Ils ont commencé à parler des dépenses liées au mariage de Marcus et Simone, des voyages, des petites aides pour le logement, de ce que la belle famille attendrait d'eux en matière d'aide financière pour démarrer. Les mots contribution parentale, apport, aide mensuelle flottaient dans l'air comme des chiffres qui claquent. Véronica expliquait, d'un ton détaché, que dans sa famille on considère qu'un parent qui reste dépendant de son enfant est un poids à répartir. Elle n'utilisait pas des mots méchants, tout était apprêté d'une politesse glacée. Puis est venue la phrase qui a vissé le couteau dans ma poitrine sans spectacle. « Si vous êtes d'accord, nous pourrions vous verser une somme modeste chaque mois pour vous aider à vous installer ailleurs, pour que vous ne soyez pas obligé de dépendre de Marcus. » Elle a articulé lentement, comme pour mesurer ma réaction. Franklin hocha la tête en signe d'appui. Marcus devint immédiatement rouge. « Combien ?» demanda Simone dans une tentative d'adoucissement, comme si elle pressentait l'angle cruel. Véronica nomma un chiffre d'un ton neutre. 700 € par mois. Je me suis sentie écrasée. Ce mot n'a rien d'une hyperbole. Écrasée, comme si quelqu'un appuyait avec les plantes des mains sur ma cage thoracique, jusqu'à ce que l'air s'échappe en un soupir court. Il ne s'agissait pas du montant, objectivement. 700 €, ce n'est pas une somme astronomique, même si pour certains c'est un secours réel. Mais c'était la manière dont on me proposait d'être contenue, réduite à un maintien, comme si j'étais un vase fissuré dont on prendrait soin en dehors du salon principal. Ce n'était pas la question de l'argent.
C'était la logique. Nous payons pour que tu t'éclipses. J'ai senti mes doigts se crisper sur la serviette. Ma voix intérieure murmurait des souvenirs. Ma première embauche, le frisson d'un premier salaire gagné en me tenant debout malgré la fatigue, les nuits à préparer des dossiers pendant que Marcus était malade, les années à refuser une promotion qui imposait plus de déplacements pour rester près de lui au début. Toutes ces fibres de ma vie, toutes ces preuves muettes d'une dignité construite à la sueur, semblaient balayées par ces chiffres dits avec détachement. Je pouvais répondre par colère, j'aurais pu me lever, dévoiler ma vraie vie, crier que j'avais payé la première maison, que j'étais celle qui mettait parfois le repas sur la table quand les comptes étaient durs, que j'avais quitté des projets pour rester, que non, je n'étais pas un fardeau. Mais j'avais choisi de ne pas le faire, j'avais choisi de rester naïve. Ce choix, à ce moment, ressemblait à un effondrement calculé. Je laissais le silence faire son travail. Marcus bafouilla, cherchant à recoudre le tissu déchiré. Sa voix oscillait entre la défense et la honte. Simone baissa les yeux. Véronica, avec cette froideur qui se croit vertu, répétait que c'était pour le confort de tout le monde, que dans son entourage, cela s'appelait protéger la paix des couples. Franklin, en petit juge calme, ajouta que parfois il fallait prendre des décisions pragmatiques pour éviter des frictions plus tard. Sur le plan pratique, ce n'était pas que la proposition, c'était la logique sous-jacente qui me blessait. Il parlait comme on parle quand on a appris la pauvreté à la gorge et la nécessité comme une doctrine. Il ne voyait pas que l'on peut aussi porter une dignité différente, faite d'indépendance silencieuse. Ils imaginaient la mère comme une entité à placer dans une case, non pas comme une personne qui peut-être avait des histoires compliquées et des détails indiscrets. Et surtout, ils n'avaient pas saisi le paradoxe. Leur générosité, si elle avait été motivée par respect, aurait été différente. Donner dans le but de faire disparaître est une violence douce. Pendant tout cela, je restais immobile, sourire contrit, yeux peut-être un peu humides. J'ai senti le regard du serveur qui revenait, souriant poliment, comme s'il comprenait l'étiquette et non la détresse. La nourriture arrivait en coupe, élégante, presque inutile face à la lourdeur de ce qui se jouait. Simone pinça les lèvres. Marcus, cherchant un territoire entre l'amour filial et la loyauté nouvelle, prit ma main sous la table et la serra comme on serre une bouée. Je sentais aussi une colère froide qui ne cherchait pas l'explosion, mais la précision. Elle s'est installée en moi comme une résolution. Je n'allais pas me laisser réduire, mais je n'allais pas non plus me venger dans des éclats. Il y avait une façon de répondre que je connaissais mieux que la plupart. Mesurer, questionner, mettre à jour les logiques. Je voulais que la conversation révèle ce qu'elle devait révéler. Je voulais que chacun voie ses propres pièces sur l'échiquier. Mais pour cela, il fallait laisser la façade s'effondrer d'elle-même. Pour la première fois, depuis que j'avais mis mon masque de pauvreté, je me suis demandé à quel point Marcus avait construit son amour et son indépendance autour d'une fausse histoire familiale. Pensait-il que sa mère était fragile ? Est-ce que Simone, aimante mais conditionnée, accepterait que la femme qui venait la protéger soit autre qu'une charge à écarter ? Toutes ces questions serpentaient sans réplique. Véronica, sentant peut-être qu'elle avait jeté une pierre, ajouta en haussement d'épaules presque naïf « Nous ne voulons pas être méchants, vous comprenez, c'est juste une façon d'éviter les malentendus. » Sa voix voulait rassurer, mais était conçue pour soulager sa propre conscience, pas pour réparer la blessure. Ce fut là que je me suis sentie la plus écrasée, pas seulement par les mots, mais par la totalité de la scène, la lumière trop brillante, le chuchotement des vers, la facilité avec laquelle on range une personne dans une catégorie. Cela m'a rappelé des épisodes plus anciens où l'on m'avait regardé avec compassion parce que l'on supposait que je n'avais pas eu les mêmes chances. J'ai pensé à toutes les femmes qui subissent cela, à celles que la société pousse à accepter des offres humiliantes sous couvert d'aide. Et puis, il y eut un petit bruit qui me ramena à la table, une fourchette qui glissa, le serveur qui déposait un amuse-bouche. Marcus toussa, cherchant la meilleure façon de recoller les morceaux. Simone murmura à voix basse, presque pour elle-même « Maman, je… » Mais sa phrase resta suspendue. À ce moment précis, j'ai pris une décision intérieure, non pas une décision fulgurante et théâtrale, mais une résolution calme, suivre la logique de leurs gestes jusqu'au bout. S'ils me proposaient de l'argent pour disparaître, je ferais parler l'argent. J'allais demander, d'une voix douce mais ferme, des précisions sur tout ce qu'ils avaient versé, investi, offert pour la vie du couple, la maison, le mariage, les voyages, les prêts. Je voulais voir les chiffres sortir, un par un, pour que la logique sous leur proposition devienne visible, nette, voir en face la transaction supposée, où ils avaient été mécènes, voir si leur générosité s'exprimait en montant qu'ils brandissaient comme preuve de mérite. Parce que si toute la relation se mesurait en billets, alors il fallait que tout s'éclaire en chiffres. Je sentis Marcus qui voulait intervenir. « Maman, non, ne fais pas ça. » Sa voix portait la stupeur d'un fils qui ne sait pas si sa mère le protège ou le met en péril.
mais j'ai posé ma main sur la sienne, et je l'ai regardée. « Laisse-moi parler », ai-je dit doucement. Ma voix n'était pas agressive, elle était posée, précise, presque étudiée. « Véronica, Franklin, commençai-je, vous dites que vous pouvez m'aider si nécessaire. C'est très aimable. Pouvez-vous me dire exactement ce que vous avez contribué jusqu'ici pour le confort et le démarrage du couple? Le montant total ?» Ce n'était pas en éclat, c'était en point de méthode. Mon regard cherchait leur visage. Je voulais observer comment ils aligneraient les chiffres, comment ils justifieraient leur choix. Il y eut un instant de flottement, ce genre d'espace où l'on sent la matière se tendre. Véronica prit la main du verre, réfléchit et commença à égrener des montants. Une somme pour l'apport de la maison, un autre pour la lune de miel, quelques paiements pour un voyage, un coup de pouce pour des meubles. Les nombres arrivèrent, précis, presque fiers. Ils étaient les pages d'un bilan intime qu'ils exhibaient comme un argument. Nous avons investi pour le bien de notre fille. Nous avons mesuré. Nous avons choisi la prudence. Chaque nombre que je notais mentalement salissait un peu plus la proposition qui m'avait été faite. Les chiffres dessinaient une logique. On donnait beaucoup pour initier, mais on proposait peu pour soutenir quelqu'un que l'on jugeait qu'encombrant. C'était une configuration qui m'a fait sentir plus étrangère encore. J'avais été pour eux un aléa à couvrir, mais un aléa que l'on pouvait monnayer à bas prix. Simone, au fur et à mesure que les montants tombaient, devint de plus en plus pâle. À un moment, elle posa sa main sur la table, laissa ses doigts effleurer le bout du mien. Il y avait dans ce geste une promesse de protection, une culpabilité timide. Marcus, lui, balbutia des justifications, tenta de raisonner ses parents. Sa voix montrait que sa construction intérieure vacillait. Le serveur, discret, garda ses distances. Il parut, réapparut, effleura notre table de ses mains expertes, comme si une table n'était jamais qu'une scène, et que parfois des choses lourdes s'y jouaient. Alors que Véronica finissait d'énumérer, je sentis à nouveau cette pression dans ma poitrine. Mais elle avait changé de couleur. Ce n'était plus seulement de la douleur, c'était une attente. Une question qui allait bientôt être posée, une vérification. J'ai pris le temps de regarder chacun autour de la table, de noter la façon dont leurs yeux se détournaient ou s'affrontaient. Il y avait une finesse presque théâtrale dans leurs mouvements, la manière dont on cache un billet dans une poche, comme si l'on dissimulait une vérité qu'on craint d'afficher. Je me suis redressée et j'ai posé une autre question, avec cette froideur tranquille qui ne cherche pas à blesser, mais qui sait où appuyer. « Si je comprends bien, ai-je dit, vous me proposez de l'aide mensuelle équivalente à une petite somme pour que je ne dépende pas de Marcus. Parallèlement, vous avez contribué de façon significative au démarrage de leur vie. » Sur quelle base établissez-vous cette différence entre l'aide initiale et l'aide proposée à long terme? La réponse ne vint pas sous forme d'argument moral, mais plutôt de récit personnel. Véronica parla de sa jeunesse, d'un père qui avait appris à économiser, d'un traumatisme social qui l'avait poussé à se méfier des dépenses. Franklin évoqua la nécessité de sécurité, de plans financiers solides. C'était presque touchant. Leur histoire expliquait leur épaisseur, leur rigidité. Ils n'étaient pas méchants, ils étaient façonnés. Mais la bonté d'une blessure ne justifie pas son produit. Je pouvais voir Marcus se débattre entre l'amour pour sa mère et la loyauté envers ses parents. Je pouvais voir Simone tenant une part de vérité qui lui échappait. Et je savais intérieurement que je me tenais sur une arête. Révéler maintenant, c'était déchirer tout d'un coup. Attendre, c'était laisser la blessure s'installer. J'ai choisi la route la plus lente. J'ai fait une pause à un silence habité. L'intérieur de ma tête n'était pas sans agitation, mais ma poitrine avait retrouvé un rythme qui savait calculer. J'ai regardé la nappe, les traces de doigts et les petites taches qui, pour un instant, me parurent plus honnêtes que n'importe quel discours. La nourriture sur les assiettes semblait presque accessoire comparée à ce qui se jouait. Je ne peux pas dire que je me réjouissais de les voir embarrassés. Au contraire, il y avait une tristesse, la lourde certitude que certains rapports se tissent sur des peurs anciennes, mais il y avait aussi un besoin profond de réparation, non pas de vengeance, mais de vérité et de respect. Marcus, enfin, prit la parole avec la rigidité d'un homme qui découvre ses limites. « Maman, dit-il doucement, ce n'est pas ce soir qu'il faut régler tout ça, s'il vous plaît. » Sa voix portait l'appel d'un fils qui ne sait pas si sa mère est une héroïne ou une étrangère. Je sentis la fatigue dans sa demande, la même fatigue que j'avais connue à lui demander de dormir quand il était enfant. Je savais qu'il avait raison sur la précipitation, mais je savais aussi qu'un moment s'ouvrait où la légèreté d'un dîner ne suffirait plus. À l'intérieur, j'organisais une stratégie mesurée, faire parler les faits, laisser leurs chiffres s'exposer, puis choisir un geste qui n'était pas une revanche, mais une correction. Je n'ai pas saisi ma carte ni dévoilé le portefeuille sur la table. J'ai seulement laissé mes doigts effleurer la lisière de mon sac, assez pour que Marcus puisse sentir la tension, pas assez pour tout révéler. Le serveur revint pour proposer le vin. Véronica accepta sans regarder qui payait habituellement, comme si la question du paiement flottait encore dans l'air. J'ai remarqué dans ce mouvement la logique des gestes. On propose l'offre la plus basse pour l'éloigner,
mais on est ensuite prompt à payer pour le prestige. La conversation s'est déplacée alors vers des choses plus banales, comme on le fait quand une scène est trop lourde pour être tenue sans un écran de banalité. On parla de goût culinaire, de destination de voyage préférée. Mais le fond était là, un sédiment qui attendait d'être fouillé. Je sentais le moment où tout cela pourrait basculer. Je sentais que si je dépassais juste encore un pas, je ferais tomber les façades. Mais je savais aussi que le moment de la révélation devait être calibré. Elle devait venir quand chacun serait prêt à la regarder sans se défendre et surtout sans humiliation gratuite. Ma propre fierté m'ordonnait la retenue, ma dignité exigeait une réponse. Il restait à décider laquelle méritait d'être choisie. Et c'est à cet instant précis, alors que je rangeais mes pensées, que Simone accueillit la tête entre ses mains et murmura « Je ne savais pas ». Sa voix était à la fois confession et imploration. J'ai senti la salle tourner légèrement, comme si le monde se préparait à révéler un secret plus grand. Un silence, plus épais encore que tout à l'heure, s'est installé autour de nous. Je n'ai pas bougé. J'ai regardé Simone, puis Marcus, puis Véronica, puis Franklin. J'ai choisi de ne pas rompre l'instant par un geste impromptu. J'ai choisi de suspendre le verdict. J'ai choisi d'écouter encore, parce que parfois la dignité se préserve mieux si on la laisse parler avant de forcer la vérité. C'est là que je me suis rendu compte que le plus difficile n'était pas tant d'être prise pour pauvre, un rôle après tout, mais d'être traitée comme quelqu'un dont la place peut être achetée à bas prix. Et tandis que je gardais ce poids dans ma poitrine, un plan se formait, calme et implacable. Si l'on voulait mesurer les valeurs en euros, alors il faudrait que l'on entendait toutes les lignes du calcul. Je demandais donc la liste complète, ligne après ligne. Les chiffres tombaient comme des petites gouttes qui, mises bout à bout, formaient une inondation. Apport pour la maison, paiement d'un acompte, le voyage de noces payé en entier, quelques meubles, des transferts ponctuels pour des travaux, un prêt couvert pendant 1 an. Véronica parlait de tout cela avec une fierté mesurée, comme si elle énumérait des trophées. Franklin ajouta un montant ici, un arrangement là, sans jamais regarder vraiment ce qu'il blessait. Les chiffres s'étalaient, nets, organisés dans leur logique de planification. On investit au début, on sécurise le départ, puis on laisse les autres vivre leur vie. Je les écoutais et je voyais derrière chaque nombre une histoire de peur, d'économie serrée, de nuits sans sommeil pour économiser 1 euro de plus. Je ne pouvais pas leur enlever cela. Le récit de leur prudence expliquait leur manière de mesurer tout en euros. Mais expliquer ne suffisait pas à effacer l'effet d'avoir proposé à une mère de disparaître pour 700 € par mois, comme si ce geste relevait de la miséricorde et non de la mise à l'écart. Je posais alors la question qui devait tout recentrer. Et vous ? Que considérez-vous comme un salaire acceptable pour que quelqu'un vive confortablement dans cette ville ? Leur réponse fut hésitante, mais Véronica lança un chiffre tiré d'un idéal. Honnêtement, pour vivre sans manquer, peut-être 3 à 4 000 €? Franklin acquiesça. Marcus fronça les sourcils, surpris que la discussion glisse vers l'évidence. Je fis alors une pause plus longue que les autres, parce que j'en voulais pour preuve la sensation d'écrasement qui m'avait envahi. Je sentis le monde se rétrécir à la taille de la table, le lustre, le vin, les gestes économisés. J'avais besoin que tout soit posé en tableau pour choisir ensuite ma réplique, et non une explosion. Ma voix, quand je parlais, était douce, presque monotone. Depuis 20 ans, dis-je, je travaille dans des équipes où l'on repositionne des entreprises, où l'on met des plans pour sauver des emplois. J'ai commencé par des petits postes, et j'ai gravi les échelons à force de nuits, de déplacements et d'absences. J'ai assumé des responsabilités, cédé des soirées d'école, manqué des anniversaires, accepté des tâches que personne d'autre ne voulait. J'ai fait tout cela sans que vous le sachiez. Je sentis la table vibrer d'une attention renouvelée. Simone remua un chiffon absent, Marcus gobait des mots qui ne venaient pas. Véronica eut un mouvement d'incrédulité, comme si ce que je disais était une lecture d'un livre qu'elle n'avait jamais ouvert. Franklin resta froid, mais on voyait son front se boucher légèrement, comme un homme prenant note d'un fait incongru. J'allais plus loin, pas pour humilier, mais pour établir la distance entre l'intention et le geste. J'ai mis de l'argent de côté, oui. J'ai eu au cours de ma carrière des salaires et des indemnités qui m'ont permis de vivre et de prévoir. Mais ce n'est pas le montant qui compte, c'est la liberté qu'il procure et la façon dont on l'apporte. Puis, clairement, sans effet théâtral inutile, j'annonçai le chiffre. Mon salaire mensuel, aujourd'hui, est de 40 000 $. Je dis les mots simplement, comme on énonce une vérité administrative. La salle sembla retenir son souffle. Simone blêmit. Marcus ouvrit la bouche puis la referma, comme pour contenir un oiseau qui tenterait de s'envoler. Véronica cligna des yeux, comme si elle n'avait pas compris l'unité de mesure.
Franklin pinça les lèvres longuement. Je ne criais pas. Je ne me réjouissais pas. Je posai une carte noire, lourde, métallique, dans la paume de ma main. Puis je la déposai sur la nappe, juste devant Véronica. Comme on dépose un petit objet qu'il faut regarder. Ce n'était pas une démonstration d'opulence, c'était un point visuel. Leur regard alla à la carte, puis revint à moi comme si on cherchait à lire l'étiquette d'un fruit inconnu. Il y eut, pendant une seconde, le silence de ceux qui hésitent à croire ce qu'ils entendent. Puis, tout à coup, Franklin voulut reprendre la main dans l'échange. « Mais Ara, vous exagérez, c'est impossible. » Il prononça mon prénom, un peu maladroitement, comme s'il testait la réalité du nom. Marcus le corrigea d'un regard inquiet, presque fuyant. Je compris à ce moment précis que l'intention de ma démarche, complexe et ambiguë, nécessitait d'être nuancée. J'ajoutai, sans détour, « Je ne l'ai jamais dit, parce que je ne voulais pas que Marcus se sente dans l'ombre de mes choix. J'ai voulu qu'il ait sa vie, sans la pression d'un héritage visible, sans que l'on se demande si ses réussites étaient achetées. Ce soir, j'ai voulu savoir si l'on m'aimait pour ce que je suis, et non pour ce que j'ai. » La conversation s'étendit. Véronica prononça quelque chose qui voulait ressembler à une excuse. Nous ne savions pas. Nous pensions. Elle s'arrêta. Simone la regardait, confuse, ses doigts serrés sous la table. Marcus était pâle, et chaque muscle de son visage témoignait d'un malaise intérieur, où il se demandait s'il avait construit sa relation sur des fondations solides. Puis, la question pratique s'imposa. Le serveur, discret, fit un geste pour demander comment on souhaitait gérer l'addition. C'était le moment où la logique monétaire, si présente jusque-là en paroles, allait déferler en actes. Véronica se redressa, comme pour affirmer une souveraineté momentanée. « Nous paierons, dit-elle, comme si cela effacerait ce qui venait d'être révélé. Elle tendit sa carte. Franklin la suivit. Marcus ouvrit un portefeuille qu'il n'ouvrait pas souvent. Simone chercha, les mains tremblantes. Les cartes firent poser, lues par le terminal. Elles semblaient fonctionner normalement. Puis, un à un, les écrans clignotèrent. Paiement refusé. Refusé. Les couleurs froides de l'écran déchiraient l'éclat des couverts. Véronica rougit, non d'indignation, mais d'embarras. Franklin marmonna quelque chose sur un problème de banque, une alerte peut-être. Marcus devant livide. Je ne dirais pas qu'il s'agissait d'une vengeance planifiée. Je n'avais pas revendiqué la cause technique, ni provoqué le système bancaire. Mais il y avait dans cette défaillance une ironie presque cruelle. Voilà que ceux qui avaient tenu la mesure de tout se trouvaient eux-mêmes mesurés, non par leur assurance, mais par la mécanique froide d'un refus. Leur dignité, si elle s'était construite dans l'économie de prudence, venait d'être ébréchée par un écran. Le serveur, gêné, s'excusa et proposa qu'on règle d'une autre manière. Véronica tenta de composer un autre code. Elle tremblait. Franklin s'empressait, pâle, à expliquer que c'était une erreur. Simone se tut, les yeux baissés. Marcus cherchait dans ses poches, animal en alerte. Je regardai la table et je compris qu'il n'y avait plus de jeu possible dans ce qui restait de la conversation. L'éclat d'un argument financier venait de perdre de son pouvoir. Je pris alors la décision la plus simple et la plus lourde à la fois. Je demandai au serveur l'addition. Je lui fis comprendre que je prendrais la part de la table et je lui indiquai aussi que je souhaitais régler la note séparément. Je voyais les visages se contracter. Certains comprirent la portée, d'autres la refusèrent. Véronica voulut s'opposer, ouvrir une discussion, reprendre le contrôle d'un geste qui lui échappait. Mais Marcus posa sa main sur la table, cherchant à contenir le chaos. Je sortis ma carte et la glissai sur le terminal. Le reçu apparut, la somme fut réglée. Pas en ostentation, mais en correction d'un déséquilibre. Payer ce soir, dans ces conditions, n'était pas un triomphe, mais un rééquilibrage. Je n'étais pas venue pour m'imposer, j'étais venue pour qu'on cesse de me réduire à une catégorie. Payer, en ce moment, signifiait clore la scène et permettre à chacun de retrouver son regard. Pendant que le serveur rangeait les cabines, Véronica ne cessait de répéter des mots qui voulaient se transformer en explications. Nous voulions, ce n'était pas notre intention. Franklin restait silencieux, comme s'il cherchait la meilleure manière de réparer une chose qu'il ne comprenait pas complètement. Simone, la voix brisée par une confusion reconnaissante, murmura « Je suis désolée, maman ». Elle ne me regardait pas, elle regardait Marcus, qui lui répondit avec une douceur fatiguée « Ce n'est pas de ta faute ». Nous quittâmes le restaurant avec des jambes qui portaient le poids d'une soirée étonnante. Sur le trottoir, la fraîcheur me fit du bien.
Marcus marcha près de moi, serrant ma main. Il me murmura enfin sous l'éclairage public. « Maman, pourquoi tu as fait ça ?» Sa question n'était ni accusatrice, ni complice. C'était un appel. Il cherchait à comprendre si j'étais sa mère ou quelqu'un d'autre qui venait de réapparaître. Je répondis honnêtement. Je lui expliquai la logique de ma décision. Non pas pour le plaisir de la révélation, non pas pour le triomphe, mais pour 2 motifs concrets et imparfaits. Premièrement, savoir. Savoir si face à une vérité tronquée, l'amour tiendrait. Deuxièmement, protéger ma dignité. Je ne voulais plus être traitée comme une charge à bas prix. Je ne voulais pas que Marcus apprenne à accepter ce genre d'arrangement comme norme. Je savais que ma méthode était discutable. Je savais qu'elle pouvait blesser. Mais je lui ai fait comprendre que j'avais réfléchi, pas impulsé. Je lui demandais pardon pour la peine causée, et je lui demandais aussi de me croire quand je disais que je ne souhaitais pour personne la répétition de cette soirée. Marcus resta silencieux un long moment. Puis, dans la pénombre, il s'excusa d'avoir laissé la situation évoluer ainsi, d'avoir mal jugé la manière dont il avait protégé sa vie privée. Il avoua qu'il s'était senti tellement embarrassé de ne pas savoir comment expliquer sa mère qu'il avait choisi la discrétion. « Je voulais que tu aies ta vie, » me dit-il, la voix humide, « mais je n'ai jamais pensé que cela nous ferait mentir sans le vouloir. » La nuit nous permit de digérer. Dans les jours qui suivirent, les conséquences de la soirée prirent leur propre chemin. Il y eut d'abord des silences chez Véronica et Franklin, des conversations à voix basse où ils pesaient chaque mot. Puis vinrent les appels téléphoniques plus formels, des messages maladroits de Véronica demandant s'il pouvait venir nous voir pour parler. J'acceptai un rendez-vous, non pas pour prolonger la scène, mais pour fixer des limites et établir un cadre de respect. Marcus me supplia presque de ne pas transformer cela en tribunal. J'avais promis de rester mesurée, et je le fus. Lors de la rencontre qui suivit, Véronica vint avec une manière de vouloir réparer. Elle avait ménagé une phrase. « Nous avons mal évalué les choses. » Franklin, plus disposé à écouter qu'à s'excuser, apporta un cahier où il avait noté certaines de ses pensées. Il voulait comprendre ce qui avait poussé à un tel silence vice-versa. Je partageai quelques éléments de mon histoire, mais je mis surtout l'accent sur la réparation relationnelle, la manière dont on parle, la façon dont on pose les offres, l'importance du respect. Simone, de son côté, prit un chemin différent. Elle fut bouleversée par ce qu'elle avait entendu au restaurant. Pendant quelques jours, elle fut distante, puis elle commença à m'envoyer des messages plus fréquents, demandant des conseils concrets. C'était comme si la curiosité avait pris le relais de la culpabilité. Elle voulait apprendre à mieux gérer sa vie, non pas uniquement en termes d'argent, mais en termes d'autonomie. Cette demande me toucha. Ce n'était pas une tentative de réparation purement intéressée, c'était une volonté sincère de comprendre quelque chose qu'elle n'avait jamais appris à l'école, comment tenir sa propre vie, financièrement et affectivement. Un après-midi, quelques semaines plus tard, Simone frappa timidement à ma porte. Elle tenait un carnet et un stylo, comme une élève prête à apprendre. Elle ne vint pas pour demander pardon, elle vint pour demander leçon. Nous prîmes un café dans mon petit appartement, celui qui, depuis des années, avait accueilli aussi bien des repas frugaux que des discussions, des plans et parfois des séparations. J'aimais cet endroit parce qu'il parlait de ce que j'étais réellement, pas un luxe ostentatoire, mais une vie construite avec sérieux. Elle s'assit en face de moi, les mains jointes. « Maman, dit-elle, hésitante, je veux apprendre, je veux que tu m'expliques, je veux comprendre ce que tu as fait et comment je peux faire autrement. » Je la regardais. Elle avait quelque chose d'authentique dans le regard, la sincérité d'une personne qui accepte qu'elle était conditionnée et qui souhaite s'en libérer. Je me surpris à ressentir pour elle de la tendresse, non pas comme pour une enfant, mais comme pour une jeune femme qui se tient au seuil d'un savoir vital. Je choisis de lui offrir ce que je pouvais, avec des limites claires. Nous parlâmes des bases, budget, épargne, choix de carrière, mais aussi des compétences émotionnelles qu'on n'enseigne jamais. Refuser la honte, poser ses limites, dire non quand les offres sont humiliantes, reconnaître qu'on a le droit à l'indépendance même si nos parents ont des difficultés. Je lui appris aussi que la richesse n'était pas seulement une somme d'argent, mais une manière de se tenir, un ensemble d'habitudes et d'attitudes. Nous échangeâmes sur des exemples concrets, comment négocier un salaire, comment lire un contrat de prêt, comment planifier un départ de la maison sans dépendre d'un chèque mensuel. Mais surtout, je lui parlais de dignité. « Tu peux accepter de l'aide, lui dis-je, mais jamais en troquant ton autonomie contre un silence qui te réduit. »
Je lui parlais de la différence entre recevoir un cadeau donné avec respect et accepter une mise à l'écart déguisée en assistance. Simone suivit ses leçons avec une avidité qui m'émut. Elle fit des listes, posa des questions impitoyables, revint 3 jours après avec un budget hypothétique pour sa première année de mariage. Elle voulut également comprendre la façon dont je m'étais protégée émotionnellement. Je lui dis que ma stratégie, me faire passer pour naïve, n'était pas un modèle recommandé. Je lui confiai le prix émotionnel que j'avais payé. Des nuits d'insomnie, le sentiment d'avoir trahi la confiance de Marcus, une culpabilité sourde. Ce que j'ai fait était une expérience, lui expliquai-je. J'ai appris et je ne te recommande pas de tester tes proches. Il existe d'autres manières de poser des limites. Avec le temps, Simone changea. Pas d'un coup, pas par un miracle de conversion, mais par des petites transformations. Une confiance plus franche dans ses décisions, une capacité à dire non à des demandes qui la dérogeaient, une envie réelle d'apprendre à gagner et à gérer. Marcus, lui, restait à la fois surpris et soulagé. Il venait parfois nous voir pour prendre un café, nous étions plus proches, et je sentais qu'un respect mutuel s'installait. Quant à Véronica et Franklin, ils ne devinrent pas des gens nouveaux d'un trait de plume, mais il y eut assez d'interactions, d'avoués embrassés et de tentatives de réparation, pour que leur regard change, se fasse moins prompt à ranger, plus apte à écouter. Véronica vint un jour avec un vieux carnet de comptes où elle avait consigné ses économies de jeunesse. Elle le posa sur la table et dit « J'ai appris quelque chose d'amer cette nuit-là. Je voudrais maintenant apprendre à ne pas juger si vite. » Ce fut un pas timide, mais un pas. Pour moi, la victoire n'était jamais d'humilier, mais de retrouver ma paix. J'avais été écrasée. Oui, ce mot était juste parce que j'avais ressenti une pression qui m'avait coupé le souffle. Mais écrire la suite de cette histoire ne s'est pas fait sur la cendre d'une revanche. Cela s'est fait dans l'effort de restaurer la vérité et de réaffirmer des limites. J'avais payé l'addition, j'avais parlé, j'avais enseigné. Aucun de ces actes ne rendait la scène parfaite. Il l'avait simplement transformée en une opportunité d'apprentissage pour moi et pour les autres. Il y eut dans la suite une scène qui me resta en mémoire comme un tableau simple. Je marchais un matin avec une voisine âgée, Madame L, qui habitait à l'étage et qui possédait la sagesse des gens qui ont vu des saisons entières. Nous discutions de choses banales, des plantes sur notre balcon, d'un chat qui avait élu domicile sur le palier. Elle s'arrêta et me dit, d'un ton qui n'était pas curieux mais serein, « Vous avez rendu les choses visibles. Les gens peuvent porter des masques longtemps, mais un masque finit toujours par laisser une marque. Vous avez choisi de ne pas rester marqué. C'est votre force. » Je lui répondis que je n'étais pas certaine d'avoir choisi la bonne voie, que j'avais hésité entre plusieurs chemins. Elle sourit, et dans ce sourire il y avait une permission silencieuse. Accepter l'imperfection de ses choix tout en tirant des leçons. On apprend à tenir debout, me dit-elle, et cela vaut toute la fortune du monde. Je compris alors la leçon la plus simple et la plus difficile à la fois. La vraie richesse n'est pas uniquement une somme alignée sur un relevé de compte, c'est la capacité à se tenir debout avec intégrité, à établir des frontières quand on est blessé et à offrir son savoir quand on le peut, sans attendre de reconnaissance. Je ne cachais plus ma situation à Marcus, pas parce que je voulais qu'il vive dans l'ombre, mais parce que j'avais compris qu'un secret peut parfois peser davantage sur une relation que la vérité. Cela dit, je gardais toujours une part de discrétion, parce que l'intimité reste une richesse qui n'a pas à être étalée. L'équilibre entre transparence et protection est une danse délicate que l'on apprend avec le temps. À l'égard de ceux qui me demandent souvent en commentaire ou en privé si je recommanderais la stratégie que j'avais utilisée, jouer la pauvrette pour tester les intentions, je suis claire, non, ce n'est pas un modèle. Ce n'est pas sain de transformer ces relations en expérience sociale. Je raconte cette histoire pour partager ce que j'ai vécu, pas pour proposer une recette. Le coût émotionnel est réel et il faut mesurer la portée de tels choix. J'ai choisi ce chemin parce que je n'ai pas vu d'autre façon d'exposer une logique qui me blessait. J'ai agi en conscience de ma responsabilité. Cela ne fait pas de ma méthode une norme. Aujourd'hui, quand je repense à cette nuit, je ressens un mélange de fatigue et de soulagement. Fatigue parce que tenir une mise en scène psychologique pèse, parce qu'on porte la responsabilité de ce qu'on provoque. Soulagement parce que la vérité, même tardive, a permis à certains d'ouvrir les yeux, et je l'espère, à d'autres de changer un peu de regard. Ce que j'ai appris, et ce que je veux partager, c'est que la dignité se défend parfois sans bruit. On peut poser des limites sans humiliation, on peut enseigner sans dominer, on peut se protéger sans transformer sa vie en théâtre. Si je pouvais repasser la scène, peut-être aurais-je choisi autre chose. Des conversations préalables avec Marcus, une ouverture progressive, des questions posées à l'avance à Véronica et Franklin. Mais l'histoire fut ce qu'elle fut, et dans ces cicatrices se logèrent des enseignements que je n'aurais pas appris autrement. Parfois dans la vie,
il faut accepter d'être écrasé un instant pour retrouver la verticalité. Cet écrasement n'est pas une fin, c'est un point bas dont on se relève, avec la responsabilité d'apprendre et de transmettre. Si mon récit peut aider une personne à poser ses limites, à refuser une aide qui le rendrait invisible, ou à apprendre à s'asseoir face à la famille et à parler de l'argent sans honte, alors j'aurais partagé quelque chose d'utile. Je termine en vous laissant cette pensée: l'indépendance n'est pas une parade contre l'amour, elle en est parfois la condition. Être autonome nous permet d'aimer sans peur de l'aliénation. Et quand vous êtes confronté à des propositions qui vous réduisent, souvenez-vous que vous n'êtes pas un objet à ranger à bas prix, vous méritez le respect, vous méritez la vérité. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire. Que feriez-vous à ma place? Partagez vos expériences, vos doutes, vos peines. Et si vous voulez entendre d'autres récits comme celui-ci, abonnez-vous et partagez la vidéo avec quelqu'un qui a peut-être besoin d'entendre qu'on peut se relever, même après s'être senti écrasé.